12 heures, 27 minutes et 58 secondes. C'est le temps qu'il a fallu à mon athlète pour boucler son premier triathlon XXL, plus communément appelé un Ironman. Salut à tous, moi c'est JF, je suis coach sportif et préparateur physique. De base, ma spécialité c'est le judo, donc autant vous dire que l'ultra-endurance, c'est pas du tout mon terrain de jeu principal, mais j'ai approfondi mes connaissances parce que ça fait maintenant 1 an que j'accompagne un triathlète. On a commencé à travailler ensemble le 1er juin 2025 pour un semi-Ironman qui se déroulait en octobre, qui s'est bien passé. Et là, il vient de boucler ce vendredi 16 mai son premier triathlon XXL, le Frenchman. Alors, je préfère vous prévenir, dans cette vidéo, je ne viens pas vous donner une vérité absolue, tout simplement parce que j'estime qu'il y a 1000 façons de coacher ou de suivre un athlète. Je veux simplement vous partager ce qu'on a mis en place pour réussir cet objectif. Et justement, si vous êtes triathlète amateur ou professionnel, coach sportif, préparateur physique, n'hésitez pas à me partager en commentaire vos expériences et vos avis. Allez, on décortique tout ça ensemble. Bon, dans un premier temps, il faut comprendre d'où on part. J'ai un triathlète amateur, masculin, de 29 ans, qui fait 1m80 pour 75 kg. Comme je l'avais déjà eu pendant plusieurs mois pour son semi-Ironman, j'avais déjà une base solide de data, que ce soit côté renforcement musculaire ou sur les disciplines liées au triathlon. Nage, course à pied, vélo. Mais surtout, un point important, c'est que je ne m'occupe pas de ses entraînements tri. Il est en club de triathlon et progresse donc avec eux sur les 3 disciplines. Mon rôle, ça va être de m'occuper du renforcement musculaire et de suivre son état de forme pour qu'il soit dans une condition physique optimale le jour J. Le triathlon XXL, c'est une épreuve mythique d'endurance. Bien que ce soit une marque, on appelle souvent ça un Ironman. On parle de 3,8 km de nage, 180 bandes de vélo et un marathon pour finir. Sur le plan physiologique, la filière énergétique aérobie est poussée à son paroxysme. Mais sur le plan mécanique, c'est un broyeur d'articulation. Entre les chocs répétés sur la course à pied et la posture prolongée sur le vélo, le corps ne va pas hésiter à le faire ressentir au fil des heures. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous parler d'un petit paradoxe. Personnellement, je trouve que la préparation physique pour un Ironman, elle est à la fois totalement optionnelle, facultative, et à la fois essentielle. Je m'explique. Je dis optionnel, car si on regarde que le volume, le cardio, la caisse, l'endurance pure, pour moi l'athlète, il va surtout développer tout ça en bouffant des kilomètres sur le terrain, pas avec la préparation physique. Quand on prépare un événement comme ça, il va y avoir beaucoup d'entraînement, un gros volume, plusieurs fois par semaine et souvent plusieurs fois par jour. Donc si on doit prioriser des disciplines, c'est celle du triathlon. Le vélo, la nage, la course à pied. Les disciplines doivent rester prioritaires par rapport au renforcement musculaire, qu'il soit à la maison ou en salle. Mais, même si le renforcement musculaire va être optionnel en termes de volume, il va être essentiel en termes de résilience, de progression, de sécurité. Car ici, la préparation physique a 2 objectifs majeurs. Le premier, c'est l'économie de course. Rendre chaque foulée, chaque coup de pédale moins coûteux en énergie grâce à un meilleur transfert de force. Et le deuxième, qui je trouve est le plus important, c'est la prévention des blessures. Car le renforcement, c'est le bouclier qui va permettre à l'athlète d'encaisser la charge monstrueuse qui l'attend. Mon rôle est donc clair, je m'occupe de sa condition physique, je ne touche pas aux disciplines du tri, mais je suis les datas à chaque sortie. Ça me permet de vérifier son état de forme, mais aussi de constater s'il y a une évolution. Une meilleure gestion de l'effort, une meilleure économie de course, un développement de la puissance. Pour développer sa condition physique, je vais bien évidemment prendre en charge la partie renforcement musculaire. On est parti sur 2 entraînements par semaine, un premier entraînement en salle et un deuxième entraînement à la maison avec peu de matériel. Ensuite, je vais mettre en place des routines avec différents objectifs, mobilité, étirement, récupération, renforcement d'une articulation. Ça va soit solliciter l'ensemble du corps, soit venir cibler une zone précise pour son sport, mais aussi par rapport au retour qu'il me fait. S'il a des douleurs, s'il a des raideurs, on va venir travailler dessus. Je pense notamment aux lombaires, aux hanches et aux cervicales sur lesquelles on a dû venir faire des petits focus pour le soulager. Donc c'est une petite routine à faire quotidiennement, c'est des séances légères et rapides, 10 à 20 minutes. Il a une liste et il choisit laquelle il veut faire, soit par rapport à ses envies, soit par rapport à ses douleurs. Et enfin, je vais lui apporter quelques conseils en nutrition. On va rapidement voir l'alimentation au quotidien, mais on va surtout créer ensemble sa stratégie d'alimentation pour le jour J. Pour gérer tout ça à distance, alors moi j'utilise l'application d'entraînement XFIT. C'est pas un placement de produit, mais si jamais vous passez par là, je suis totalement ouvert à la collaboration. Mais pour l'instant, c'est juste l'application que j'utilise avec tous mes adhérents. Je la trouve pratique et interactive, autant pour le coach que pour les coachés. Ça me permet de pouvoir lui envoyer toutes les séances avec photos, vidéos, consignes d'entraînement et d'avoir un retour sur comment c'est passé pour pouvoir ajuster rapidement si besoin. Mais aussi d'avoir un retour sur ses sorties, course, nage, vélo, car c'est synchronisé avec sa montre connectée. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets mon code de parrainage en description. Ça vous permet d'avoir un mois gratuit. Et si je dis pas de bêtises, vous pouvez le cumuler avec les 14 jours d'essai gratuit. Ok, maintenant on va passer à un gros morceau, la planification. On va d'abord briser une idée que beaucoup de personnes ont et des coachs disent encore.
comme quoi la planification sur long terme, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que ça va bouger sans cesse avec la météo, le boulot, les imprévus. Et c'est vrai, notre planification a dû bouger une bonne dizaine de fois, je pense. Mais une planification, ce n'est pas fixe. Personnellement, j'aime bien voir ça comme une boussole, comme un fil rouge flexible qui donne des indications autant à l'athlète qu'au préparateur physique. Ça permet d'avoir une structure claire, d'ajuster, d'adapter, de calibrer à tout moment et d'éviter de naviguer à vue. Alors généralement, une planification se découpe en 3 morceaux. Le macrocycle, la vision globale sur l'année. Le mésocycle, des blocs de 4 à 6 semaines avec un objectif précis, développement de la force, de l'endurance, affûtage. Et le microcycle, qui représente souvent l'organisation de la semaine d'entraînement. On va voir tout de suite comment on a appliqué ça pour notre Ironman. Déjà, quand on fait une planification en préparation physique, la règle d'or, c'est de commencer par la fin. On prend le calendrier et on pose la date ultime, le jour J. Pour nous, c'était le samedi 16 mai 2026. À partir de là, on décompte les semaines disponibles entre le début de notre prépa, qui a commencé le 10 novembre 2025, et le jour J, ce qui nous fait 26 semaines. Puis, on découpe notre calendrier en mésocycle logique, du plus général au plus spécifique. On commence bien évidemment avec un bloc de préparation physique générale. L'objectif est de créer une base physique solide et équilibrée. On va diviser ce bloc en 2 parties, une première plutôt générale avec un travail sur l'ensemble du corps, puis une seconde avec une arrivée progressive du travail de force pour préparer le prochain cycle. Ensuite, on enchaîne avec un bloc de force. Pendant 4 semaines, en salle, on va augmenter les charges sur la barre et réduire le nombre de reps. On se focalise sur des mouvements phares pour le bas du corps, squat, hip thrust, soulevé de terre, mais on garde tout de même un peu de haut du corps, surtout côté dos et tirage. Sur les entraînements maison, on est limité par des haltères légères, donc on va favoriser le travail sous tempo, en isométrie, et on va en profiter pour compléter le travail sur les chaînes postérieures et scapulaires, tout en intégrant de l'unilatéral et évidemment du gainage. On passe ensuite au bloc de puissance. On va chercher à transformer la force qu'on a développée en puissance, c'est-à-dire délivrer notre force plus rapidement, être plus explosif. Le bloc va durer 4 semaines, on a commencé avec du lourd léger, puis on est passé sur du travail plus dynamique, à faible charge, comme des sauts, des exercices avec kettle et medicine ball. Pendant ce bloc, on favorise également le travail unilatéral rapide, et surtout la fraîcheur nerveuse. C'est-à-dire que sur les exercices de puissance, on va chercher à avoir un engagement à 200%. Ça va souvent être court, mais on veut que notre athlète déploie son plein potentiel en termes de force, de vitesse, que ce soit d'un point de vue musculaire, et surtout nerveux. Pour cela, il ne faut pas hésiter à avoir des temps de récup longs et à réduire le volume, donc nombre de reps ou séries si besoin. Maintenant qu'on a développé les principales qualités de notre athlète, force, puissance et vitesse, on va chercher à maintenir ses acquis et à les transférer sur les exigences d'un triathlon XXL. Pour ça, on peut faire un peu de rappel sur les différentes qualités, continuer le renforcement ciblé sur la chaîne postérieure et scapulaire, mais on va souvent travailler sous forme de circuit fonctionnel et parfois sous fatigue pour développer son endurance musculaire. Enfin, on arrive sur le bloc spécifique. Alors, normalement, un bloc spécifique intervient 4 à 6 semaines avant le jour J. Mais on a un événement qui s'est rajouté en cours de route, un stage triathlon intensif, la semaine du 20 avril. J'ai donc fait le choix de planifier comme si le début du stage était le jour J, car c'est une très belle occasion pour tirer un maximum de gains avant la course. On va continuer à le stimuler, mais on va tout de même rester prudent côté fatigue et récupération. Il y aura un dernier pic d'intensité 2 semaines avant le stage, mais sur le reste du bloc, on reste assez flexible et on n'hésite pas à focus la mobilité, le travail articulaire, de l'activation légère ou même de la proprio, surtout en cas de fatigue. On termine par de l'affûtage. Pendant ce bloc, on réduit considérablement le volume. Normalement, on garde tout de même de l'intensité. Mais dans notre cas, on sort d'un stage déjà intensif, il faut récupérer correctement car l'échéance arrive très vite. Il vaut mieux rester à faible volume et intensité côté renforcement et à la limite remettre des petits pics d'intensité sur les disciplines du triathlon. Pendant ce bloc, on va faire des séances légères pour avoir un peu d'activation, mais ce sera principalement du travail de gainage, de mobilité et de focus sur les articulations. À noter que cette planification fait suite à celle pour son semi-Ironman, qui a été construite selon la même logique. On a juste intégré un gros bloc de récupération entre les deux. Maintenant qu'on a nos grands blocs, comment on gère le quotidien? On va venir descendre à l'échelle du microcycle et organiser nos semaines d'entraînement. Pour piloter sa fatigue, je n'utilisais pas les mêmes types de semaines. Je pouvais utiliser le même type de séance, le même type de format, mais jamais la même intensité ou le même volume. On jonglait entre 6 types de microcycles. Cela dépendait de sa forme, de notre calendrier, mais aussi du calendrier du club de triathlon. Et par chance, on s'est assez bien synchronisé avec eux facilement. On retrouve 6 types de microcycles. On a le microcycle graduel, on l'utilise au début de bloc ou juste après une phase de repos. C'est une remise en route progressive, parfait pour préparer l'organisme. Le microcycle de développement, c'est le cœur de notre progression. C'est là qu'on pousse les ressources physiques et techniques vers le haut. Le microcycle d'approche, utilisé quand on se rapproche d'un gros bloc ou d'une échéance. On vient baisser légèrement le volume, mais on maintient une intensité haute. Le microcycle de choc, comme son nom l'indique, il a pour objectif de bousculer l'organisme. On augmente fortement le volume et l'intensité. Il faut donc le placer à distance de la compétition pour avoir le temps de surcompenser. Le microcycle de compétition, c'est la semaine du jour J.
On est sur un travail spécifique mais très léger. L'objectif est d'avoir une dernière activation, mais de garder en fraîcheur nerveuse et surtout de ne pas créer de fatigue. Et enfin, le microcycle de récupération, placé juste après un gros bloc, un microcycle de choc ou une compétition, on vient couper drastiquement le volume et l'intensité pour favoriser la récup. Ok, maintenant qu'on a vu la planification, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Sur quel exercice, quel muscle on s'est focalisé, que ce soit en salle ou à la maison? Alors déjà pour moi, la base pour tout sportif, c'est corps, gainage, mobilité. Un tronc solide, c'est vraiment le point d'ancrage. C'est ça qui va permettre de transférer efficacement la force de ses cuisses dans les pédales ou sur le bitume par exemple. Et si le gainage s'effondre au bout de 6 heures de course, on va perdre en technique, on va perdre en rendement d'énergie et on va augmenter le risque de blessure. Mais attention, travailler son gainage, ce n'est pas juste faire la planche pendant des heures. On va chercher des mouvements dynamiques, de l'anti-extension, de l'anti-rotation. Le squat par exemple, bien que ce soit un exercice de jambes, c'est un excellent exercice de gainage, car on est obligé d'avoir un tronc rigide et gainé tout au long du mouvement. J'aime aussi beaucoup mettre du pull-off press, du tirage unilatéral en position planche, de la marche du fermier, qu'on peut varier sur un seul bras. Honnêtement, les exercices de gainage, c'est pas ce qui manque et il en faut à chaque séance. Pour ce qui est du bas du corps, alors on a évidemment fait les grands classiques, squat, fente, squat bulgare, beaucoup de travail unilatéral, mais on a mis un focus majeur sur une zone qui est trop souvent négligée par les coureurs et les triathlètes, la chaîne postérieure. Fessiers, ischio-jambier, mollets, spinaux, on a bossé tout ça. Vraiment, ne négligez pas la chaîne postérieure, c'est essentiel. D'ailleurs, ça me fait penser, je suis désolé, j'ai plus le nom de l'épisode, mais ABD Podcast, donc avec Aurélien Broussal-Derval, il y a un épisode où il échange avec l'entraîneur de l'équipe de France d'athlétisme, et ce dernier explique que les 3/4 des coureurs qui arrivent, même plus, ont un déficit flagrant ou un déséquilibre de la chaîne postérieure. Alors imaginez, si des athlètes de ce niveau ont de tels déséquilibres, ça donne quoi chez des amateurs? Bref, pour y remédier, on a bouffé du hip thrust, du deadlift, et un gros travail de renforcement musculaire sur les mollets et les ischios. Tout ça va nous permettre de mieux pousser, mais surtout de mieux se protéger. Pour le haut du corps, on est resté sur des principes simples, mais qui restent efficaces. Un peu de poussée et un peu de tirage sur le plan horizontal et vertical. Par contre, on s'est un peu plus focalisé sur la chaîne scapulaire pour avoir une bonne posture, soulager certaines douleurs et garder un physique équilibré. Pour le haut du corps, les 2 exercices majeurs, c'était des tractions et des dips. Alors rien d'original, juste du poids du corps, mais ils ont l'avantage de pouvoir être travaillés en volume, en tempo et avec du lest. Je trouve que ces 2 mouvements sont très efficaces et bien adaptés. C'est polyarticulaire, on a un mouvement de poussée et un mouvement de tirage qui vient travailler le grand dorsal, un muscle moteur pour la natation, et surtout, les 2 font travailler le gainage. Du coup, pour appliquer tout ça, ma structure en salle, elle a changé très peu. On fonctionnait toujours en 4 étapes bien distinctes. On commence bien évidemment par l'échauffement. On intègre à chaque fois de la mobilité articulaire et de l'activation progressive pour bien préparer le corps à l'effort. On attaque ensuite le bloc principal. C'est le thème de la séance, car c'est là qu'on développe la qualité de notre cycle. Force, vitesse ou puissance par exemple. On enchaîne avec le bloc secondaire, qui peut être dans la continuité du thème, ou alors proposer un renforcement complémentaire sous forme de série classique ou en circuit. Et on finit avec un dernier bloc, que j'aime bien appeler le finisher, très souvent un bloc focus abdos et gainage, pour finir de blinder le tronc sous état de fatigue. Voilà du coup la recette que j'ai utilisée pour développer sa condition physique. Mais comment cette structure a tenu le coup face aux imprévus du quotidien, c'est là qu'apparaît la magie de l'adaptation. Avoir une belle planification, sur papier c'est bien. Mais le plus important, c'est de savoir l'ajuster en temps réel. Car un athlète amateur, c'est un amateur. C'est ni un pro, ni un robot. Il a un travail, de la fatigue, des déplacements professionnels, des imprévus, et inévitablement des petits bobos, des petites gênes qui s'installent avec le volume qui augmente. Bon, déjà on a installé une règle d'or. C'est que sur les 26 prochaines semaines, les disciplines du triathlon passent toujours en priorité sur le renforcement musculaire. C'est-à-dire que si on avait prévu une grosse séance de renforcement musculaire, mais que mon athlète arrive rincé par son bloc de course à pied ou de vélo, on adapte immédiatement la séance. Et pour ça, soit on va alléger la séance, soit on va totalement la sauter. On va en faire qu'une sur les 2 qui étaient prévues pour pouvoir privilégier la récupération. En revanche, il y a une chose qu'on n'annule jamais, et là-dessus il a été très régulier, c'est ces petites routines du matin. Tout simplement parce qu'il y a des routines pour la récupération ou pour des douleurs articulaires. Donc s'il est fatigué ou qu'il a des zones qui gênent, il va pouvoir travailler là-dessus. Ensuite, malgré toutes les précautions qu'on a prises, le volume il a fini par taper. Des tensions sont apparues aux mollets, aux genoux, aux cervicales, aux lombaires. Alors légères, mais présentes. Et là justement, le piège aurait été de les ignorer car elles sont légères et de s'obstiner à suivre la planification initiale. Mais au lieu de ça, on a préféré pivoter sur 2 axes, l'environnement global et l'adaptation des exercices. Sur l'environnement, on a cherché à optimiser sa récupération, son hydratation, son sommeil et un peu de supplémentation. Avec des protéines pour la reconstruction,
des oméga 3 pour les articulations et du magnésium pour la récupération, le système nerveux. Ensuite, en salle, on a été vigilant. Quand il avait quelques tensions qui étaient présentes, hors de question de lui charger une barre lourde sur le dos pour faire du squat ou faire du deadlift classique, ça aurait pu amplifier ces tensions. On transférait par exemple sur des fentes avec haltères pour travailler les jambes sans écraser la colonne. Et pour le deadlift, on passait sur du trap bar qui peut soulager le bas du dos tout en développant les membres inférieurs. En fin de prépa, il avait beau avoir fait une analyse posturale et les réglages de son vélo adaptés à sa morphologie, l'augmentation du volume à vélo a commencé à lui chauffer au niveau des cervicales, à avoir des petites raideurs, des petites douleurs à cause de la position qui était tenue pendant des heures. Pour contrecarrer ça, on a rajouté un peu de mobilité, d'étirement et de renforcement ciblé sur le cou qui pouvait avoir lieu soit pendant les séances d'entraînement, soit pendant les routines du matin. Et on a changé le casque. Alors maintenant que je le dis, ça me paraît évident. Si vous êtes triathlète, peut-être vous le savez, c'est clair pour vous. Mais c'est un de mes adhérents spécialisés en vélo qui m'a donné le conseil. Et c'est vrai que le poids du casque, sa forme, sur votre tête pendant des heures, ça va forcément jouer sur vos cervicales. Enfin, on a un dernier ajustement qui arrive, à environ 2 mois de l'échéance. Mon athlète m'annonce qu'il part en stage intensif de triathlon avec son club, 3 semaines avant la course. Alors, un stage de triathlon, à ce moment-là, c'est un volume d'entraînement colossal, mais à 3 semaines de l'échéance, c'est parfait. Par contre, attention, si je gardais ma planification initiale, on courait tout droit vers le surentraînement. On a donc modifié la planification en basculant sur une phase de préparation pour le stage. L'objectif, c'était qu'il arrive sur son stage avec un état de fraîcheur physique et nerveux optimal pour tirer le maximum de bénéfices. Car si jamais il arrivait là-bas avec trop de fatigue, déjà il aurait subi le stage, il n'en aurait pas tiré des bénéfices et il aurait augmenté le risque de blessure. On a donc modifié la structure, le volume et l'intensité, ce qui lui a permis de bien encaisser ce dernier coup de collier avant la course. Et en parlant d'encaisser, il y a un dernier paramètre sur lequel on a dû se pencher, c'est la nutrition. Je vais d'abord poser les bases. Je suis préparateur physique. Oui, j'ai eu quelques formations en nutrition. Je l'ai complété avec un peu de nutrition du sport. Mais je ne suis ni nutritionniste, ni diététicien. Donc mon rôle, ce n'est pas de lui prescrire un plan alimentaire ultra strict au gramme près. Pour tout vous dire, je suis pas ultra fan de ce genre d'approche. J'aime bien avoir des approches plus flexibles, que ce soit sur le côté nutrition et entraînement, surtout avec des amateurs. Car j'aime bien voir ça comme une balance. Est-ce que le coût mental que certains sacrifices alimentaires vont demander vaut le coup par rapport au gain de performance que cela va apporter? Et dans notre cas actuel, pour moi la réponse était non. Car j'estime que sur un volume d'entraînement comme l'Ironman, le bien-être mental est un facteur de performance plus puissant qu'un régime frustrant. Par exemple, s'il a besoin de s'envoyer des M&M's tous les 2 jours après un gros entraînement pour garder un peu le moral, sachant qu'il fait des semaines de 10 à 15 heures de sport, jamais je vais lui interdire. C'est sa petite récompense, c'est son réconfort. Ma stratégie était donc simple, essayer d'optimiser, mais sans se prendre la tête. Je l'ai donc laissé gérer son alimentation quotidienne comme bon lui semble, et à 2 mois de l'échéance, je lui ai juste demandé de m'envoyer une semaine type de ce qu'il avait mangé. Sa base était plutôt bonne, même si il y avait pas mal de viennoiseries le matin, pas toujours les meilleurs glucides, pas toujours les meilleures quantités, et ces fameux M&M's. Et à partir de cette base-là, on a juste cherché à ajuster le tir, sans forcément supprimer ou faire de gros changements. Et pour ça, on s'est focalisé sur 4 leviers. On a commencé par sécuriser les oméga 3, donc avec du saumon, du maquereau, des sardines, 2 à 3 fois par semaine, pour le système cardio et la gestion des inflammations. Ensuite, on a augmenté les légumes verts, minimum 1 fois par jour, des fois 2, pour faire le plein de magnésium, potassium, d'antioxydants, parfait pour la récup. Ensuite, on a cherché à améliorer sa récupération nerveuse. Pour ça, on a ajouté des fruits rouges, des super aliments, bon j'aime pas trop ce terme, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est tout ce qui va être gingembre, curcuma. Et surtout, on a amélioré la qualité des glucides. Donc, on n'a pas forcément supprimé des choses, mais on les a mieux couplées. Par exemple, le matin, il s'envoyait 4 tartines de nocciolata, et ben on a remplacé ça par, il gardait 2 tartines de nocciolata, mais il faisait 2 tartines avec du beurre d'amande, du beurre de cacahuète ou du miel. Et enfin, on a augmenté l'apport en riz, pâtes, pommes de terre, flocons d'avoine. L'idée était simplement d'avoir un apport quotidien qui suivait ses pics d'effort. Donc que ce soit en termes d'intensité ou de volume, s'il avait une journée chargée ou une journée légère. Pour lui enlever toute pression mentale, qu'il n'ait pas de stress par rapport à l'alimentation, je lui ai partagé ma vision des priorités nutritionnelles pour un Ironman. Si vous préparez une course, retenez bien ça, il y a 4 facteurs essentiels. D'abord, il faut avoir un apport glucidique quotidien suffisant, car vous allez devoir combler les pertes monstrueuses que crée votre volume d'entraînement, faire le plein de glycogène. Ensuite, il faut une stratégie d'alimentation pour le jour J. Qu'est-ce que vous allez prendre, en quelle quantité et à quel moment? Il faut aussi penser à son hydratation et à sa gestion du sodium, pour éviter les crampes et la déshydratation. Enfin, il ne faut surtout pas négliger la récupération et le sommeil. Le volume est élevé, il faut bien gérer sa récup et avoir un sommeil réparateur. Et si tout ça c'est ok, alors là vous pouvez vous pencher sur de l'optimisation nutritionnelle, être plus strict sur ses aliments et la répartition des macronutriments au quotidien. Vous voyez où je veux en venir? Les M&M's et les viennoiseries, ça reste de l'optimisation nutritionnelle. Si vous respectez les autres principes, la fondation, il n'y aura aucun souci. Ça, c'était pour l'alimentation au quotidien.
Mais il y a un deuxième point qui est beaucoup plus important, c'est la stratégie d'alimentation le jour J. Dans des épreuves d'endurance de ce genre, la nutrition pendant l'effort, c'est réellement un quatrième sport. Car tout simplement, si ton moteur n'a plus d'essence, tu t'effondres. Et ça, peu importe ta condition physique ou même mentale. Bon, comme on avait déjà fait le semi en octobre dernier, on avait déjà fait un point ensemble là-dessus, et j'avais déjà ma petite idée sur comment il s'alimentait pendant l'effort. Mais à 2-3 mois de l'échéance, on a fait un point précis sur ce qu'il consommait pendant le vélo et la course à pied. Sur le vélo, il tournait aux alentours de 60 grammes de glucides par heure. Pour Ironman, on sait que certains peuvent monter beaucoup plus haut, mais nous, notre objectif, c'était de le faire passer à 90 grammes sur le vélo. Pour cela, on a mis en place ce qu'on appelle l'entraînement digestif. Il fallait préparer l'estomac pour le jour J. À chaque sortie longue, il testait ses apports et habituait son estomac à assimiler cette charge. Il a progressé super facilement et la différence a été flagrante car à chaque sortie longue, ses performances ont commencé à augmenter et surtout lui, ses sensations de fatigue, elles ont diminué. C'est ce qui lui a permis d'arriver le jour de la course avec un système digestif blindé, prêt à encaisser sa stratégie nutritionnelle au gramme près. On va boucler cette vidéo avec les bilans qui nous ont permis de faire un suivi sur son évolution, vérifier son état de forme, réunir des stats et réaliser quelques estimations avant le jour J. En premier lieu, j'aime bien fournir à mon athlète quelques stats. Je trouve que c'est un bon moyen de lui faire prendre du recul sur ce qu'il a fait. Ça génère souvent un sentiment de satisfaction, parfait pour booster ou relancer la motivation. Je mets en avant le volume, mais aussi un peu de data sur la fréquence cardiaque. Ça permet de voir si l'intensité des séances était cohérente par rapport à notre planif, mais aussi s'il y a des améliorations. Par exemple, une meilleure gestion de l'effort sur des séances similaires. Comme je suis ces données sur la nage, la course à pied et le vélo, j'en profite pour lui fournir des stats en rapport avec ses activités. Mais aussi des datas plus pertinentes comme la vitesse, la fréquence cardiaque ou même la puissance, qui permettent de voir son évolution sur chaque discipline. Alors, personnellement, j'aime bien utiliser des moyennes, mais attention, cela ne reflète pas toujours la réalité, car cela va dépendre du cycle sur lequel on est et du thème de certaines séances. On peut par exemple avoir une baisse de la vitesse moyenne d'un bilan à l'autre, alors qu'on va avoir des séances similaires où on voit qu'il est devenu plus rapide. Donc ça peut donner une idée générale, mais attention, ça reste des moyennes. L'important, c'est de réussir à dégager les informations qui nous intéressent. On a eu un bilan final très intéressant. On a vraiment pu mettre en lumière le fait que sur chacune des disciplines, il est devenu plus efficace, car il était plus rapide, mais surtout, il avait une meilleure économie d'énergie. Il consommait moins. J'ai aussi isolé le stage pour qu'on prenne du recul sur ce qui s'est envoyé. Ça me permet de faire un dernier point avant l'échéance, mais aussi de bien gérer la récup derrière. Franchement, pour moi qui ne suis pas triathlète, je trouve que c'est un volume monstrueux. J'ai vraiment beaucoup de respect pour vos disciplines, vous êtes complètement fous. Pendant son stage, il a bouffé pas mal de vélo, surtout du dénivelé, et c'est parfait, c'est ce qu'on voulait améliorer. En une semaine, il a fait plus de 60% de ce qu'il avait fait en quasi 3 mois. On a également pu voir son efficacité de nage, qui a continué de se peaufiner, avec un Swolf qui est progressivement passé de 54 à 48, et surtout qui tient de manière régulière à une consommation similaire. On a aussi enregistré un pic de FC Max à 215 BPM à vélo, en pleine montée. Alors c'est très haut. Bon attention, le matos n'est pas toujours hyper fiable, mais ce pic prouve une belle capacité d'adaptation et une bonne santé cardiovasculaire. Enfin, avec ces données en main, je me suis amusé à faire quelques estimations. Une première en janvier, purement mathématique, très théorique. J'applique uniquement la vitesse moyenne qu'il avait dans chacune des disciplines sur les distances du Ironman. Faire ça, c'est être loin de la réalité car on suppose qu'il garde la même vitesse que sur des sorties isolées, qu'il n'y a pas de baisse après X heures d'effort, qu'il ne cumule pas de fatigue, on ne prend pas en compte les conditions de course, la foule, le stress, l'appréhension de son premier XXL, et on ne prend même pas en compte les transitions. Mais mon raisonnement était que, même si l'estimation est faussée, si on refait la même estimation plus tard avec les mêmes conditions, si on constate une amélioration du chrono, cela reste une preuve d'amélioration globale. Et c'est ce qui s'est passé. En reprenant cette estimation, quelques mois plus tard, purement théorique je le rappelle, on constate une évolution du chrono, donc une amélioration de ses performances. Par contre, en fin de prépa, j'avais plus de data sur des sorties très longues et des enchaînements de disciplines. J'ai donc essayé de faire une estimation plus proche de la réalité, qui prend en compte la fatigue, le stress, les transitions. Alors ça nous donne plusieurs fourchettes, assez grandes je l'avoue, mais qui se sont avérées proches de la réalité. On était sur une estimation de 1h12 à 1h15 en nage, il a fait 1h11 et 43 secondes. Une estimation de 7h20 à 7h15 en vélo, il a fait 6h46 minutes et 53 secondes. Et enfin une estimation de 4h05 à 4h15 en course à pied, et il a fait 4h, 3 minutes et 47 secondes. Il a été meilleur sur chacune des estimations. Bon, par contre je me suis un peu emballé sur les transitions, je lui comptais 6 à 8 minutes sur la première et 4 à 6 sur la deuxième, soit un total de 10 à 15. Il a fait 14 minutes sur la première et 11 minutes sur la deuxième. Mon estimation nous donnait une fourchette prudente de 12h45 à 13h, avec quelques variantes possibles. 12h30 à 12h50 si tout se passe bien, environ 12h20 si gestion parfaite et super journée, donc en forme physiquement, mentalement et avec des conditions extérieures idéales, et un maximum de 13h à 13h20 en cas de coup dur. Et il a fait 12h, 27 minutes et 58 secondes. Un chrono dont il peut être fier. Son objectif était d'être finisher. Pour un premier Ironman, personnellement, je trouve que c'est une très bonne perf. Et je suis très fier de ce qu'il a fait.
Les efforts ont payé, il est arrivé prêt et il a su appliquer, transmettre tout ce travail le jour J. J'aimerais finir par un petit bilan perso en tant que jeune préparateur physique. J'ai vraiment apprécié sortir de ma zone de confort pour découvrir ce genre de discipline. Ce petit challenge m'a prouvé que la préparation physique et la stratégie nutritionnelle, c'est des éléments essentiels, parfois sous-estimés. Et c'est ce qui transforme une journée de souffrance avec risque de blessure en une journée où l'athlète prend du plaisir et valide son objectif. Je vous le rappelle, je ne détiens pas la vérité absolue. Cet accompagnement, c'est le reflet de ma vision, de ma méthode, d'une approche flexible, que ce soit en termes de nutrition et d'entraînement, car je préfère rester axé sur le bien-être mental de mon athlète. Si vous êtes coach sportif, préparateur physique ou triathlète, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Qu'est-ce que vous aurez fait différemment? Comment vous aurez géré vos blocs? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord? Si vous avez des questions, qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires ou vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à m'en parler. Quant à mon athlète, l'aventure ne s'arrête pas là. En novembre prochain, on part sur un nouveau défi, un marathon, mais cette fois en moins de 3 heures. C'était mon premier format long, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!